Dans cette leçon 13, nous allons voir la distribution conjointe de deux variables aléatoires continues. Dans la leçon précédente, nous avions déjà vu la distribution de deux variables aléatoires discrètes. Maintenant, nous allons voir la distribution conjointe de variables aléatoires continues, et ceci, finalement, va être calqué pratiquement sur ce que nous avions fait, sauf que pour les cas continus, le traitement il est un tout petit peu différent, comme ça a été le cas pour les variables aléatoires tout court, et non pas pour le couple de variables aléatoires. Alors, dans ce chapitre, nous allons d'abord donner un modèle de probabilité pour des données bivariées continues. Alors, sur la base de ce modèle, nous allons donner la distribution conjointe de deux variables aléatoires continues, comme on l'avait fait dans le cas disjoint. Modèle de proba pour des données bivariées continues. Ce travail que nous allons faire maintenant, ce sera la base de départ, puisque après tout, nous avions vu que pour obtenir un modèle, il y a deux façons de faire, que ce soit dans le cas univarié ou bivarié, soit la façon empirique, qui consiste d'abord à prendre un certain nombre de données et, à travers ce nombre de données, aller vers une approche des probabilités pour définir un modèle, ou bien établir un modèle a priori. Donc, pour l'établissement d'un modèle a priori, nous l'avions déjà fait. Maintenant, puisque ce contexte il est un petit peu nouveau, puisque nous considérons deux variables aléatoires à la fois, en tant que couple de variables aléatoires, nous allons de nouveau tout bâtir en partant de données. Alors, dans une population d'adultes, on s'intéresse à la taille et au poids de ses membres. On prend un échantillon de n personnes pour lesquelles on décide de mesurer ces deux caractéristiques, c'est-à-dire la taille et le poids. Les poids observés exprimés en kilogrammes, 100, W1, W2, ainsi de suite jusqu'à Wn. Donc voilà le poids de chacun des individus dans notre échantillon de taille n. Les tailles exprimées en centimètres sont T1, T2, Tn. Mais il y a tout de même une correspondance parce que W1 et T1 correspondent à la même personne. L'ensemble des valeurs possibles des poids est un intervalle. Ça, c'est déjà vu, puisque de toute façon, les poids, même s'ils sont exprimés en kilogrammes, on n'a pas arrêté de dire que l'effet de l'arrondi ramène beaucoup de valeurs à la même valeur, alors qu'à l'origine, les valeurs ne sont pas tant de kilogrammes, mais ça pourrait être des kilogrammes, plus des grammes, plus même des centièmes de grammes. Mais on les ramène toujours au kilogramme pour simplifier la présentation. Même chose pour les tailles. Alors, l'arrondi des poids au kilogramme constitue une subdivision de cet intervalle, de l'intervalle où varient les poids, en sous-intervalles de même longueur. Donc, encore une fois, je le réexplique de nouveau. Si on a nos poids dans notre échantillon, chaque individu aura un poids qui va varier dans un spectre. Ce spectre-là, nous supposons qu'il constitue un intervalle, puisque pour deux valeurs possibles, il n'y a aucune raison d'exclure une valeur intermédiaire. Ceci, on l'a déjà dit. Mais puisque maintenant nous exprimons les poids en kilogrammes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout poids d'une personne qui va dépasser 1 kg pour moins d'1 kg, on va le ramener à ce kilogramme. Mais tout poids qui va dépasser 1 kg pour plus de 500 grammes, on va le ramener au kilogramme supérieur. Ce qui fait que ce sont 50 kg par exemple, ça représente des poids entre 45,5, 49,5 et 50,5. Donc finalement, il y a toujours un arrondi qui fait que des poids proches d'un nombre rond vont être ramenés à ce nombre, mais en fait, ces poids-là vont représenter 1 kg, un intervalle, et ceci on l'a déjà expliqué
quand on avait parlé de variables unidimensionnelles continues. On a la même chose pour les tailles. Dans un plan horizontal, on représente les poids sur un axe et les tailles sur l'autre. Donc, on va refaire exactement ce que nous avions fait pour les données discrètes, dans le cas, bien évidemment, bivarié. Donc, nous allons prendre un plan, avoir deux axes qui définissent ce plan. Sur un axe, nous allons placer les poids que nous avions obtenus, tenant compte de l'arrondi, et sur un autre, on mettra les tailles. Mais il ne faut pas oublier que, bien que les valeurs seront placées de manière isolée, les unes à côté des autres, chaque valeur va représenter un intervalle. Et alors, les intervalles vont être en quelque sorte contigus, ça veut dire que les uns sont collés aux autres. Alors, puisque chacune des valeurs WI et TI représente un intervalle, le couple WI-TI, vu comme un point du plan, représente en fait un rectangle dans ce plan. Donc, si vous regardez un intervalle sur un axe et un intervalle sur l'autre, les points ayant pour coordonnée une coordonnée dans l'intervalle horizontal et une coordonnée dans l'intervalle vertical vont décrire un rectangle. Si la coordonnée d'en bas décrit un intervalle et l'autre décrit un autre intervalle, le point va décrire un rectangle. Donc finalement, le couple si WI représente un intervalle et TI représente un autre intervalle, le couple WI-TI, lui, représente un petit rectangle dans le plan. Pour un individu pris au hasard dans la population, l'ensemble des valeurs possibles du couple correspondant est un grand rectangle dont les côtés sont l'intervalle des valeurs possibles du poids et celui de la taille. Donc, il n'y a aucun secret, puisque nous avions dit que les poids vont varier dans un intervalle et les tailles vont varier dans un autre intervalle, le couple va varier dans un rectangle. Donc, c'est ce qui est dit ici. Ces valeurs constituent un quadrillage de ce rectangle en petit rectangle noté R, indice KL. Alors, revenons à notre grand rectangle, constitué par les deux intervalles où varie le poids de manière générale et la taille de manière générale. Maintenant, associé à nos couples de poids et taille observés dans notre échantillon, et qu'on a dit chacun représentait un petit intervalle, le couple va représenter un petit rectangle et les différents rectangles vont constituer un quadrillage du grand rectangle d'origine. Alors, soit maintenant NK, le nombre d'individus dans l'échantillon, dont les mesures associées constituent un point de RKL, le petit rectangle qui va faire partie de ce quadrillage. Le rapport FKL qui est égal à NKL divisé par N est dit fréquence relative du rectangle RKL. Donc là, rien d'extraordinaire. On est en train tout simplement de réutiliser une notion de fréquence relative qui est déjà introduite à maintes reprises. Ici, l'idée de l'histogramme que nous avions adopté dans le cas univarié sera généralisée en un histogramme en 3 dimensions formé de la manière suivante. Donc, avant de passer à la façon avec laquelle nous allons former ce diagramme, nous rappelons que l'équivalent de diagramme en bâtonnet dans le cas univarié, c'était un histogramme, c'est-à-dire une superposition de rectangles, des rectangles qui étaient côte à côte et le tout constitue un histogramme. Nous venons de voir dans la leçon précédente que lorsque on est dans le cas bivarié, nous avons des bâtonnets, mais pas arrangés dans un plan, mais plutôt dans un espace de dimension 3. Maintenant, on fera de même pour le cas continu, dans le cas bivarié, et donc nous allons voir comment on va généraliser cette notion d'histogramme qui était pour les données unidimensionnelles. Alors, voilà ce que nous allons faire. À partir de tout rectangle RKL, rappelez-vous, c'est ces rectangles RKL qui représentent le quadrillage.
dans le quadrillage, on dresse un pavé de base ce rectangle et de volume FKL. Donc, le point de départ, qui était dans le cas unidimensionnel un intervalle, est maintenant un rectangle. Et si à partir de l'intervalle on avait dressé un rectangle, cette fois-ci, à partir du rectangle, nous allons dresser un pavé vers le haut. Un pavé. Et donc, le pavé aura pour hauteur une hauteur telle que le volume du pavé global serait la fréquence FKL. Donc, pour le rectangle RKL, on va dresser un pavé vers le haut, de telle sorte que le volume de ce pavé serait la fréquence FKL. Alors, remarque, vu la façon avec laquelle ces pavés sont construits, la somme des volumes de tous les pavés est 1, parce que la somme des fréquences relatives est 1. Comme le volume de chaque pavé est la fréquence correspondante, la somme des volumes, c'est aussi la somme des fréquences, et ça nous donne 1. Alors, on doit s'attendre à ce que les pavés les plus hauts soient plus ou moins au centre du quadrillage, du côté du point correspondant au couple poids moyen et âge moyen. Et pourquoi ça? C'est tout simplement parce que nous sommes face à un phénomène tout à fait naturel. Nous avons une population qui a différentes tailles et différents poids pour ces différents individus. Seulement, il y a une taille moyenne de cette population et il y a un poids moyen de cette population. Pour l'échantillon, c'est la même chose. Il y a une taille moyenne dans l'échantillon et un poids moyen dans l'échantillon. Et généralement, dans une population qui est plus ou moins homogène, qui n'est pas constituée par plusieurs ethnies, et donc où il y a des problèmes génétiques, on doit s'attendre à ce que la majorité des gens aient un poids ou une taille qui se situe aux alentours de la moyenne et qu'il y a très peu de gens qui ont un poids énormément très grand par rapport à la moyenne ou énormément très petit par rapport à la moyenne, et c'est la même chose pour la taille. Et c'est ça ce qui est exprimé ici. Donc finalement, on doit s'attendre à ce que les fréquences les plus élevées sont aux alentours du point moyen, âge moyen dans notre plan. Bon, voilà. On aurait aimé avoir un histogramme généralisé en dimension 3, mais de toutes les façons, comme on a des pavés, il y en a certainement certains pavés qui vont cacher d'autres et les choses ne seraient pas très claires telles qu'on l'a ici si nous regardons plutôt ces pavés par une voie aérienne, donc d'en haut. Et alors, nous pouvons voir ici que le milieu qui est le plus éclairé correspond aux pavés les plus élevés. Et alors, plus ce bleu, quand on sort de cette zone qui est la plus illuminée, plus ce bleu s'éteint, plus les pavés sont bas. Et donc, ça vérifie ce que nous avions dit, que les pavés les plus élevés vont se retrouver au centre de la pyramide, si on peut l'appeler ainsi. Finalement, on peut quand même remarquer quelque chose à propos de ce dessin. La première des choses, c'est qu'il présente en quelque sorte certains axes de symétrie, puisqu'il est projeté quand même sur un plan. Il n'est pas en dimension 3. Donc, on peut voir que si on va dans ce sens, il y a une certaine symétrie qui se présente par rapport à cet axe. On peut avoir un autre axe de symétrie qui va dans ce sens, grosso modo, puisqu'après tout, ce ne sont que des données limitées. Et on voit qu'on peut avoir aussi un axe de symétrie au milieu, dressé vers le haut, perpendiculairement au plan du poids et de la taille. Donc voilà quelques remarques préliminaires à partir de ceci, et nous allons explorer davantage ces données à travers d'autres graphiques. Alors, si maintenant n est augmenté, si on prend un n qui est beaucoup plus grand que celui qu'on avait auparavant,
et si le quadrillage est raffiné, c'est-à-dire si les petits rectangles qui définissent ce quadrillage sont de plus en plus petits. Ceci ne sera pas de manière artificielle, mais à travers un arrondi moins grossier. Les surfaces supérieures des pavés dégagent l'allure d'une surface régulière qui définira une densité bivariée. Donc, en augmentant le nombre d'observations et en réduisant les rectangles de base, on a une allure de surface qui se dégage. Alors, comment on peut obtenir ce raffinement qui est exprimé ici? Il suffit qu'au lieu d'exprimer les poids en kilogrammes, on l'exprimera à 100 grammes près, au lieu que ce soit carrément le kilogramme et négliger 450 grammes. On peut négliger 49 grammes, ce n'est pas important, mais quand même exprimer les choses en termes de 500 grammes ou éventuellement 100 grammes. Je crois que si on ira jusqu'au gramme, ça va être quelque chose de minuscule et on risque d'avoir beaucoup de rectangles vides avec un nombre fini d'observations. Donc, il ne faut pas croire que plus le quadrillage est fin, plus c'est mieux. Ça risque de nous jouer des tours au niveau du quadrillage et d'avoir certains pavés qui n'ont pas de hauteur et ça fausse un petit peu le tout. Donc, raffiner, oui, mais pas énormément. Donc, les surfaces supérieures des pavés dégagent l'allure d'une surface régulière qui définira une densité bivariée. De la même façon que les rectangles que nous avions vus dans l'histogramme dégageaient l'allure d'une courbe que nous avions appelée densité. Donc, dans le cas unidimensionnel, on avait une courbe et on l'avait appelée courbe densité. Ici, nous sommes déjà au-dessus d'un plan et donc on n'aura pas une courbe, on aura plutôt une surface qui a une certaine forme. Donc, cette surface-là, on l'appellera surface, une densité bivariée. Alors, pour un n suffisamment grand, comme on l'a dit, et pour un quadrillage suffisamment raffiné, voilà le genre de surface qui peut se dégager de l'ensemble des pavés. Donc voilà, on peut obtenir quelque chose de ce genre qui est en dimension 3. Voilà le plan d'origine sur lequel nous avons les poids, les tailles et voilà les hauteurs, comment ils sont. La plus grande hauteur, d'après ce dessin, se situe au milieu et plus on s'éloigne du milieu d'un côté ou de l'autre, plus les hauteurs diminuent pour pratiquement s'éteindre à ce niveau-là ou à ce niveau-ci. Donc, avant de quitter ce graphique, un certain nombre de commentaires s'imposent de la même façon qu'on l'avait fait pour le graphique précédent. Première des choses, c'est qu'on peut aussi regarder certains axes ou certains plans de symétrie ici, puisque là, nous l'avons vraiment en dimension 3. Donc, nous pouvons trouver certains plans de symétrie. Ce n'est pas très évident d'avancer ces plans tout de suite, mais il n'est pas difficile d'imaginer qu'il y a des plans de symétrie. Par contre, un axe de symétrie au milieu, c'est quelque chose qui se dégage déjà. Donc, il est vertical perpendiculaire à ce plan et on verra de quel axe il s'agit. Une autre remarque qui est assez importante et qui n'est pas aussi évidente pour le moment, mais qui n'est pas non plus difficile à comprendre, c'est que si on prend des plans qui sont parallèles au plan, le plan dans lequel on a représenté les poids et les tailles, et si on fait des coupes parallèles à ce plan, on peut imaginer ce que nous allons obtenir. Nous allons obtenir quelque chose qui a la forme soit d'une ellipse, soit d'un cercle, parce qu'il y a une certaine symétrie. Donc je rappelle que si on fait des coupes horizontales parallèles au plan des poids et des tailles, si on coupe trop haut, il n'y a pas de rencontre. Mais si on s'abaisse au niveau de la surface, la coupure aurait pour intersection avec le plan quelque chose qui a la forme soit d'un cercle, soit d'une ellipse. Donc ces observations sont assez importantes. On peut voir aussi que puisque ceci est une densité de données bivariées, la courbe qui est ici, par exemple,
il y en a tellement. La courbe qui est ici correspond à une valeur fixe ici. Donc, on se fixe une valeur et on a une courbe qui correspond à tous les points pour lesquels le poids est n'importe lequel, mais la taille, c'est cette valeur. Finalement, on peut voir par la suite que cette courbe-là, à une constante près, définira la distribution conditionnelle en se fixant cette valeur. Donc, du poids, sachant que la taille est fixée à une certaine valeur. Donc, ceci, c'est un certain nombre de remarques que je voulais faire ici. J'y reviendrai plus tard, mais je saisis l'occasion d'avoir ce graphique devant moi pour faire ce genre de remarques. Alors, un autre graphique qu'on peut tirer de celui-là, c'est ce qu'on appelle les courbes de niveau, qui visualisent aussi la forme de cette surface. Alors, qu'est-ce qu'il représente, ce genre d'ellipse de cercle? Ça représente, si vous voulez, des coupures de la surface que nous avions vue tout à l'heure à des niveaux différents. Donc là, c'est une coupure à un certain niveau, 0,02 de hauteur. Puis, quand on change la hauteur à 0,06, on a une autre coupure. Donc, on voit bien que finalement, l'intersection de différents plans horizontaux avec la courbe que nous avions vue avant va nous définir ce genre de courbe et on les appelle courbes de niveau parce que nous voyons que plus on avance vers le centre, plus le niveau s'élève et ça reflète en quelque sorte la courbe de tout à l'heure, mais projetée sur le plan au lieu d'être représentée en dimension 3. Et les chiffres qui sont ici nous indiquent quelle est la hauteur du plan avec lequel la surface a cette intersection. Donc on parle de courbe de niveau. Bien évidemment, il n'y a pas une régularité dans la structure de ces courbes puisque nous travaillons qu'avec un nombre fini d'observations. Si on pousse le nombre d'observations vers le haut, si on l'augmente de plus en plus, ces courbes peuvent s'arranger et avoir des formes plus ou moins régulières d'ellipses ou de cercles tels que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la surface que nous venons d'obtenir? Pour un individu pris au hasard, la probabilité que le couple associé se trouve, le couple associé, ça veut dire le couple poids et taille, associé à cet individu, se trouve dans le petit rectangle RKL et le volume du pavé, entre guillemets, de base RKL et de face supérieure, une partie de la surface définissant la densité. Donc, tout à l'heure, nous avions parlé de la représentation graphique de pavé, de vrai, mais là, nous changeons la surface supérieure. Au lieu qu'il soit un rectangle horizontal, on prend une partie correspondant de la surface que nous venons de voir. Et donc, nous avons un pavé qui est régulier partout, sauf par en haut, où il y a une forme qui n'est pas régulière. Et donc, ce n'est pas du tout un véritable pavé. Et c'est pour ça que j'ai mis le pavé entre guillemets, parce qu'en haut, il est modifié. Il n'a pas une surface rectangle horizontale, mais il a plutôt une surface qui épouse la surface, la grande surface que nous avions vue tout à l'heure. Et c'est ça qui va nous donner la probabilité que l'individu ait des caractéristiques dans ce petit rectangle. Donc voilà, encore une fois, on peut considérer que cette surface représente le graphe d'une fonction à deux variables, f, w, t, dite fonction de densité. Donc la surface, on l'a appelée densité, puis la fonction dont cette surface est le graphe, on l'appelle aussi densité. Donc la fonction f, w, t est positive et le volume sous la surface de sa courbe vaut 1. Et ceci, c'est un rhétorique qu'on n'a pas arrêté de répéter pour les fonctions de densité. Il faudrait que la surface soit 1 sous la courbe quand on est dans l'unidimensionnel, et pour le bidimensionnel, c'est le volume sous la courbe qui est elle-même une surface qui vaut 1. Donc cette fonction-là, qui aura pour représentation graphique la densité, la courbe que nous avions vue, est dite fonction de densité. Alors, maintenant, je crois que tout est prêt pour qu'on puisse aller de l'avant et parler de distribution conjointe de deux variables aléatoires. Soit W
la variable aléatoire dont les valeurs sont les valeurs possibles du poids d'un individu pris au hasard. Et t, la variable aléatoire associée à sa taille. Donc voilà, nous avons un individu pris au hasard, nous n'avons pas encore fait l'expérience, et le W, c'est le poids auquel on doit s'attendre une fois cet individu est pris et pesé, et le T, c'est la taille de cet individu une fois qu'il est pris et mesuré. Donc, on peut s'attendre à tout, et c'est pour ça qu'on l'appelle variable aléatoire. Alors, la distribution conjointe de W et T est parfaitement définie par cette expression, qui consiste à dire que c'est la probabilité que W soit entre A et B, donc le poids est dans un intervalle AB, et que le T est entre C et D, la taille est dans l'intervalle CD. Donc, le W et le T qui est là, nous sommes en train de nous intéresser au même individu. Donc, c'est une réalisation simultanée de ces deux conditions, qui est égale au volume du pavé de base, le rectangle formé par ces deux intervalles, donc AB fois CD, sous la surface densité considérée ci-dessus, celle que nous avions considérée ci-dessus. Maintenant, pour ce couple-là, il suffit de voir de quel intervalle il s'agit, de former un rectangle avec ces deux intervalles, d'aller de ce rectangle vers la courbe et prendre le pavé, modifié bien sûr, toujours d'en haut, pour finalement obtenir la probabilité que le poids et la taille de cet individu se trouvent simultanément dans ces deux intervalles, donc dans ce rectangle. Alors, la fonction de densité FWT est aussi dite densité conjointe de W et T, ou encore densité du couple W et T. La densité marginale de W, comme dans le cas discret, est définie par G de W, qui est une intégrale de FWT par rapport à la deuxième coordonnée T. Donc, j'intègre ceci par rapport à T, qui généralise tout simplement la somme sur une coordonnée de la probabilité dans le cas discret. Rappelez-vous que dans le cas discret, nous n'avions pas une densité. Nous avions les PIG, les P indice IJ. Et à partir des P indice IJ, nous avions défini les PI plus et les P plus J, qui définissaient les distributions marginales. Donc, au lieu d'additionner sur un indice, cette fois-ci, nous sommes en train d'intégrer sur une variable. Et le résultat, c'est aussi la densité marginale de W. De la même façon, et ça je crois qu'on l'a bien compris, au lieu d'intégrer par rapport à la deuxième variable qui représente la taille, je peux intégrer par rapport à la première variable qui représente le poids, et le résultat serait la densité marginale de T, de la taille, de la distribution de la taille. Donc voilà, c'est une façon similaire de calculer les distributions marginales à partir de la distribution conjointe, comme on l'avait fait dans le cas discret. Alors, même chose, la densité conditionnelle de T, sachant W égale W, et la fonction de T pour W fixe, puisque sachant W, ça c'est une information qu'on a, définie par, ça c'est une notation de T, qui est le rapport entre la densité conjointe et la densité marginale. Ça ressemble exactement à ce que nous avions fait dans le cas discret. Et alors, à partir de cette formule, nous pouvons maintenant obtenir la formule suivante, c'est que la densité conjointe, c'est la densité conditionnelle, sachant W égale W, multipliée par la densité marginale. Ceci généralise la probabilité conditionnelle ici. La probabilité conditionnelle, c'était la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de l'événement. Ici, c'est la densité conjointe divisée par la densité marginale. Et la densité de l'intersection était reconstituée à partir de la densité marginale. Ici, la densité conjointe est reconstituée à partir de la densité marginale et de la densité conditionnelle et de la densité marginale. Je vous rappelle que dans la leçon précédente, 12, on avait remarqué que
de la densité marginale, de la densité conjointe, on peut obtenir les marginales, mais on ne peut pas reconstituer les marginales, la conjointe à partir des marginales. On peut plutôt reconstituer la conjointe à partir des marginales et des conditionnels. C'est ce qui est fait ici. Donc le produit d'une conditionnelle fois une marginale, ça nous donnera la conjointe. Alors, vu la forme en cloche de la surface dégagée par l'histogramme, on peut dire que W et T ont conjointement une distribution normale bivariée. Donc, nous avions déjà parlé de la distribution normale univariée. Nous avions commencé par la distribution normale standard, rappelez-vous. Et à partir d'une transformation affine ou linéaire, nous sommes passés à une distribution normale quelconque. Là, nous ne sommes pas en train de parler de la même chose, puisque là, nous parlons d'un couple de variables aléatoires. L'idée de cloche, on l'a déjà évoquée dans le cas d'une distribution normale. Mais ce n'était pas une véritable cloche parce que c'était plutôt conçu par une courbe. Mais maintenant, c'est un véritable chapeau qui a la forme de cloche, et donc on peut vraiment parler de cloche tel qu'on l'avait vu dans le graphique précédent. Et alors, pour ce genre de surface, on est tenté de dire que nous avons une distribution normale bivariée. Dans ce cas, pour une distribution normale bivariée, la surface densité a les propriétés suivantes. Donc, en citant ces propriétés, nous allons essayer de voir est-ce que le chapeau que nous avions obtenu a ces propriétés, et donc cette supposition de dire que la distribution conjointe W et T est une normale bivariée est correcte ou pas. Donc, si je prends la variable aléatoire W et je note mu indice W, son espérance mathématique, chose que nous connaissons déjà. Si mu indice T, c'est l'espérance mathématique de T. Alors, notre densité f de T atteint son maximum en le point de coordonnées mu indice W et mu indice T. Cette remarque, on l'avait déjà faite avant même de regarder la courbe ou la surface. Donc, cette propriété d'une normale bivariée, elle est plus ou moins vérifiée pour nos données relatives au poids et à la taille. La droite perpendiculaire au plan WT, le plan où on a représenté les poids et les tailles, et passant par ce point, ce même point, moyenne des poids et moyenne des tailles, est un axe de symétrie pour la surface. Ce n'est pas difficile de voir que ceci est plus ou moins vrai dans ce contexte. Quand un plan parallèle au plan WT coupe la surface, l'intersection est une ellipse qui correspond à une courbe de niveau indiquée ci-dessus. Donc, je vous ai déjà signalé que quand on avait regardé les courbes de niveau, l'intersection avec ce genre de plan et la surface n'était pas véritablement une ellipse. Il y avait certaines irrégularités. Mais ceci était dû uniquement au fait que nous n'avions pas suffisamment de données pour éliminer ces irrégularités. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y avait ces irrégularités que nous pouvons dire que ceci n'a pas été vérifié. Ceci n'a pas été vérifié totalement parce que nous avons un nombre limité d'observations. Mais si le nombre d'observations augmente, on peut espérer améliorer les choses et tomber sur une véritable ellipse. Alors, la surface a deux plans de symétrie perpendiculaires. On ne dira pas lesquels. De toute façon, on ne pourra jamais les déterminer comme ça, mais elle aura deux plans de symétrie. Donc, il y aura un plan où la surface est symétrique par rapport à ce plan d'un côté ou de l'autre. Mais une fois qu'on trouvera ce plan, il y aura un autre plan qui lui est perpendiculaire et constituera aussi un plan de symétrie pour cette surface. Donc, avant d'aller plus loin, je crois que le mot cloche, il est un petit peu abusif. Parce que quand on regarde une cloche, une véritable cloche, les coupures avec des plans horizontaux, ce sont des cercles plutôt parfaits et non pas des ellipses. Donc, c'est des cloches un petit peu déformées qui
qui pourront, comme on va le voir plus tard, sous certaines conditions, devenir des cercles, parce qu'après tout, les cercles sont des ellipses particulières. Alors, la distribution marginale de W et de T sont aussi normales. Donc, si la distribution conjointe de W et T était supposée normale, bivariée, non seulement nous pouvons en déduire la distribution marginale W et T, mais nous pouvons aussi montrer que ces distributions sont normales unidimensionnelles, donc normales telles qu'on avait l'habitude de les voir, avec la moyenne mu indice W que nous avions vu tout à l'heure, qui était tout simplement l'espérance de W, et un sigma carré W que nous ignorons pour l'instant, mais on peut le déterminer si on en a envie. Remarque, si x est normal mu 1 sigma 1 carré et y est normal mu 2 sigma 2 carré, alors la distribution conjointe de x et y n'est pas toujours normale bivariée. Très, très, très important. Je crois que beaucoup de gens font cette confusion. J'ai déjà dit que si on a un couple de variables aléatoires, si on a sa distribution conjointe, nous pouvons obtenir les distributions marginales, c'est-à-dire de chacune des variables constituant ce couple, à partir de la distribution conjointe. J'ai déjà dit que la réciproque n'était pas vraie. Nous ne pouvons pas toujours, à partir de la distribution de x et celle de y, trouver la distribution du couple xy. Ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est dit dans cette remarque, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Quand on a un couple de variables aléatoires xy qui est supposé conjointement normal bivarié, le couple en tant que couple de variables aléatoires, il a une distribution et sa densité, c'est un chapeau tel qu'on l'avait vu. Les marginales, c'est-à-dire x en tant que variable aléatoire, a une distribution normale. Y en tant que variable aléatoire a une distribution normale. Maintenant, si x a une distribution normale et si y a une distribution normale, le couple xy n'a pas nécessairement une distribution normale bivariée. Même si on peut trouver la distribution conjointe, elle n'est pas toujours normale. Et ça, c'est une nuance de taille. C'est très important. Il y aura un cas où les choses vont dans les deux sens. Mais on n'en est pas encore là. Nous sommes en train de parler du général. Donc, de manière générale, il n'est pas question, en partant d'une variable aléatoire normale et d'une deuxième variable aléatoire normale, de dire que le couple est un couple qui est conjointement normal. Et c'est une question vraiment importante qui risque de nous induire dans des erreurs très, très importantes. Donc, c'est à éviter. Alors, les points essentiels dans cette leçon. Le point de départ, je ne vais pas y revenir parce que c'était tout simplement essayer d'élaborer ou de préparer le terrain en se basant sur des données bivariées. Je me suis basé sur un exemple, mais ceci peut se généraliser à d'autres exemples. Donc, j'ai pris la taille et le poids. Mais ce qui est important, c'est que pour avoir des fonctions des variables aléatoires, j'ai déjà évoqué l'exemple de la somme. Il ne suffit pas de connaître la distribution de chacune des variables aléatoires. Il faut connaître la distribution conjointe. Donc, pour la somme, et c'est très important, on en aura besoin plusieurs fois. Pour la somme, le point de départ pour sa distribution et calcul des probas concernant cette somme ne va pas être basé uniquement sur la connaissance des distributions marginales. Ça, c'est le premier point. Et pour moi, il est très important. Le deuxième point qui est fondamental, c'est celui que je viens de dire dans cette remarque sur lequel je n'arrête pas d'insister. C'est que deux variables aléatoires marginalement normales chacune ne constituent pas nécessairement un couple normal. Et je crois que l'importance de ceci va être très claire par la suite. Il suffit de faire attention à ce mot normal. Parce que quand on utilise normal, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va rencontrer assez souvent et ce sera la distribution dominante qu'on rencontrera dans la pratique.
Donc, j'arrête là et je voudrais tout de même vous rappeler que pour des exercices ou pour des questions ou pour n'importe quel éclaircissement, vous pouvez tout simplement contacter le site web Illunetuno et pour cela, il suffit de cliquer sur Mednetu et merci.